Le Talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Paul Quilles. Paul Quilles, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non. Quand François Hollande avait dit en septembre dernier qu'il inverserait la courbe du chômage à la fin de l'année 2013, vous l'avez cru? Je faisais partie de tous les gens qui se demandaient s'il était bon de prendre des engagements de cette nature. Nicolas Sarkozy pourra-t-il être un recours pour la droite en 2017? C'est le problème de la droite, c'est pas mon problème, parce que je pense qu'il s'agit de régler des comptes qui ne sont pas très jolis. Juste une remarque qui n'est ni oui ni non, c'est quand j'entends, rapporté par le journaliste de Valeurs Actuelles, Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il en a marre du monde politique, c'est pas la meilleure façon de revenir. Faut-il appliquer le non-cumul des mandats dès 2014? Moi, j'étais pour l'appliquer depuis 10 ans et j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait Les 577 des députés pourquoi faire. Et moi, j'étais et je suis toujours pour favorable. Réduire le nombre des députés. Réduire le nombre des députés. Et je suis pour le mandat parlementaire unique. D'accord. Mandat unique. C'est pas non-cumul. Bon, le non-cumul, évidemment. Donc, moi, je suis. Dès l'application. Oui, il ne faut pas jouer avec les engagements de cette nature. Les socialistes, Marie-Noëlle Lienemann, Jérôme Guedj et d'autres, ont manifesté hier, aux côtés de la CGT et de FO, contre le projet de loi du gouvernement sur la sécurisation de l'emploi. Ils ont eu raison? Alors, plus exactement, ils étaient présents au début de la manifestation pour saluer, et j'ai fait de même à Albi. D'accord. Dans mon département. Donc ils ont eu raison. Ils saluent, enfin ils ont eu raison de saluer, non pas de soutenir, puisque c'est plus compliqué que ça, mais de dire vous avez raison de ne pas être d'accord avec la démarche. Paul Quilles, merci d'avoir joué à peu près le jeu, même si on n'a pas forcément entendu oui-non, mais on a compris ce que vous vouliez dire. Jean-Luc Mélenchon, hier, a tenu une conférence de presse à la suite de l'annonce de la mort du président vénézuélien Hugo Chavez. Je vous propose de regarder les images. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. C'est l'idéal inépuisable de l'espérance humaniste de la Révolution. Tous les peuples de l'Amérique latine ressentent la douleur de cette perte. Et j'ai honte, pour nous tous en Europe, du niveau lamentable des commentaires que j'ai vus. Oui, j'ai honte. Comment pouvez-vous être aussi infâme et aussi bas ? On a l'impression qu'il est au bord des larmes. Il n'en fait pas un peu trop, Jean-Luc Mélenchon, là? Il aime bien le style qui était celui de Chavez, et il l'adopte un peu de temps en temps. Il aime bien la provocation, il aime bien les mots forts. Et c'est justement ce qu'on peut retenir de Chavez, à côté du formidable travail qu'il a fait, c'est-à-dire d'utilisation de la rente pétrolière. Il faut voir quand même que les réserves du Venezuela en pétrole sont supérieures à celles de l'Arabie Saoudite. Et donc, il l'a utilisé, je dirais, intelligemment pour réduire la pauvreté dans son pays, et il l'a fait. Alors, à côté de ça, évidemment, tous les défauts... Ses amis n'étaient pas très fréquentables. Oui, avant les amis, il y a un interne, parce que la démocratie n'a pas quand même été poussée à son terme, pour employer un langage diplomatique. Un pays comme le Brésil, en Amérique du Sud, a peut-être mieux joué ce jeu. Et alors, quant à ses amis, ça, je trouve ça assez insupportable. Et on peut à la fois... ce que fait Mélenchon, dire Chavez, peut-être pas de la même façon que lui, mais Chavez a eu un rôle utile pour le peuple vénézuélien, et dans le même temps dire qu'il y a des positions internationales insupportables. Le chômage, l'INSEE a annoncé ce matin qu'il dépassait la barre des 10% de la population active. Arnaud Montebourg dit que sur cette question-là, ils se battent comme des bêtes. Vous trouvez que lui aussi, il en fait peut-être un peu trop dans la parole et pas assez dans les actes? Montebourg, oui. Il est obligé. Il est ministre du redressement productif. Donc il faut qu'il y ait un redressement, donc la situation soit inversée et que ce soit productif. Mais ce qui est vrai, c'est que la priorité en France en ce moment, contrairement à la petite musique qu'on entend, c'est bien de rompre avec une politique d'austérité qui entraîne un cercle vicieux. C'est pas seulement moi qui le dis, c'est pas simplement beaucoup d'économistes, c'est y compris le FMI. Et on a l'impression qu'au niveau européen, les responsables ne comprennent pas ce cercle totalement vicieux, la rigueur qui entraîne une baisse de croissance, qui entraîne une hausse du chômage, qui entraîne une baisse des recettes de l'État, qui entraîne une augmentation du déficit, une augmentation de la dette. C'est un cercle vicieux complètement fou. Donc il faut aujourd'hui faire de la relance. C'est ce que nous sommes un certain nombre de dire à gauche, faire de la relance pas n'importe comment, de la relance de l'investissement productif. De l'emploi, de l'argent public, donc ça accroît la dette aussi. Alors justement, moi je suis élu local, je suis maire, et je sais que quand je prépare mon budget, ce que je suis en train de faire en ce moment, il y a deux parties. Il y a le fonctionnement
qui est essentiellement alimenté en recettes par les impôts, et l'investissement qui est, lui, financé principalement par l'emprunt. Or, en ce moment, en Europe, et en France en particulier, on a des taux d'emprunt extrêmement bas. Pourquoi, au niveau européen, ne décide-t-on pas de scinder en deux cette dette, cette contribution à la dette, ce qui fait que le 3%, qui est un chiffre complètement théorique, serait oublié. Non pas qu'il ne faille pas réduire le déficit, mais il faut qu'il y ait une relance. Et cette relance, elle passe effectivement par une relance industrielle dans tous les domaines nouveaux, les domaines d'avenir, sur lesquels moi je trouve que les moyens qu'on met sont assez homéopathiques en ce moment par rapport à l'énormité de la tâche. Vous parlez des 3%, pourcentage du déficit public, mais au fond, il y a toute la défense, la politique de défense qui est intégrée là-dedans. Quand on envoie nos troupes au Mali, c'est nous, Français, qui payons la note, mais finalement, ça sert à l'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas, là aussi, vous avez été ancien ministre de la Défense, sortir une partie des dépenses de la défense? Là, vous touchez du doigt un problème beaucoup plus vaste, qui est celui des politiques européennes, et de savoir si ces politiques européennes ne pourraient pas être financées en dehors de ces quotas, je dirais, nationaux. Et s'agissant de la défense, je vais vous donner une information. Ça fait 15 ans que je demande qu'il y ait un livre blanc européen de la défense. Comment voulez-vous qu'on mette ensemble des forces, qu'on fasse une défense européenne, si on n'a pas défini ensemble quelles étaient les menaces sur l'Europe? Là, il y a un livre blanc qui est en train de se faire au niveau français, dont on a sorti d'ailleurs la dissuasion nucléaire. On a décidé de ne pas en parler. Alors, c'est le sujet de votre livre qui sort là, Arrêter la bombe. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il faut sortir du nucléaire, en fait, c'est ça? Ma démarche, on me pose la question, mais comment vous avez été ministre de la Défense, etc. Comme si, parce qu'on est ministre de la Défense, on doit être va-t-en-guerre, on doit multiplier le nombre d'armes. Il faut savoir qu'entre 1945, où il y a eu 3 bombes, une d'essai dans le Nouveau-Mexique et 2 sur Hiroshima et Nagasaki, et 90, disons, à peu près, il y a eu 70 000 ogives nucléaires, de quoi faire exploser la planète plusieurs fois. Dans les essais, chaque pays... Tous les pays avaient des ogives que tous les pays avaient, et principalement l'Union soviétique et les États-Unis. La France y contribuait de sa façon, c'était, je dirais, un reste du gaullisme des années 60, qui avait son sens, parce qu'il s'agissait de faire en sorte que la France, si elle était abandonnée des États-Unis, puisse se défendre. Mais après... Aujourd'hui, on n'en est plus là, c'est ce que vous dites. Le mur de Berlin est tombé, les affrontements dans le monde sont d'une autre nature que l'affrontement bloc à bloc. Et en même temps, la Corée du Nord, l'Iran veulent se doter de la bombe. Peut-être l'ont-ils déjà. Donc. Oui, mais la question, c'est celle de la prolifération que vous évoquez. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce que la France aura une arme nucléaire, elle l'a, parce qu'elle est capable d'envoyer 96 missiles par son sous-marin nucléaire à 9000 km, qu'elle va empêcher l'Iran et la Corée du Nord d'avoir une arme. C'est d'une autre façon, et c'est précisément en tenant le discours que je condamne, qui est celui qui consiste à dire l'armement nucléaire c'est notre assurance vie, bizarre, parce que l'assurance vie c'est plutôt après sa mort. Bon, bref, l'assurance vie, si vous dites ça, pourquoi pouvez-vous empêcher et comment pouvez-vous empêcher ces pays de vouloir eux aussi leur assurance vie? Donc je suis pour, de façon concrète, comprendre ce qui se passe, comprendre quel est l'état du monde, voir qu'il y a des tas de gens à travers le monde. Et il n'y a qu'en France qu'on discute pas. Des tas de gens, des tas de responsables, d'anciens responsables importants, de Gorbatchev à Kissinger, à plein d'autres gens, qui disent il faut désarmer progressivement. Alors attention, je ne dis pas, et là ce serait une caricature, arrêtons du jour au lendemain, etc. Je dis il faut désarmer progressivement, mais fixer l'objectif qui a été donné par Obama et qui est dans le traité de non-prolifération, c'est la disparition de l'armement nucléaire. François Hollande, sur ce sujet, est trop frileux, il ne vous écoute pas, il ne vous entend pas. Pendant la campagne, il était comme les autres, finalement. Oui, tout le monde a le même discours. Il y a d'ailleurs un chapitre dans ce livre qui explique la position de tout le monde, y compris des journalistes, y compris des sondeurs, y compris des techniciens, des industriels, le fameux lobby militaro-industriel. Ouais. Je pense que François Hollande va lire le livre et je souhaite discuter avec lui après et qu'il prenne des initiatives. Et il y a 10 initiatives qui sont proposées pour la France pour qu'elle soit active en matière de désarmement nucléaire. Paul Quillès, merci d'avoir répondu à nos questions.